Allez, salut l'investisseur malin, on rentre tout de suite dans le vif du sujet aujourd'hui avec les revenus fonciers. Si tu t'en souviens et surtout si tu as vu ma précédente vidéo, l'autre fois on a traité du régime micro-foncier qui est un peu plus simple à comprendre. Je t'invite à regarder la vidéo parce qu'aujourd'hui, on va reprendre le même exemple mais on va l'appliquer cette fois au régime réel des revenus fonciers. Donc il s'agissait de monsieur et madame X. Encore une fois, tu vas reprendre l'exemple. Et aujourd'hui, on va découvrir comment monsieur et madame X auraient été taxés s'ils avaient déclaré leurs revenus en revenus fonciers et quel est surtout l'impact sur le cash flow, le rendement, tous ces termes qu'on entend tout le temps, mais qui sont hyper importants à connaître parce qu'en réalité, on ne peut pas calculer le cash flow net si on ne comprend pas comment fonctionne la fiscalité. Donc, c'est parti! Juste avant de démarrer, comme à chaque fois, je suis obligé de t'inviter à t'abonner à la chaîne, éventuellement à venir me suivre sur Instagram et Facebook où je partage encore beaucoup plus de contenu au quotidien. Et je dois aussi te parler de mon livre que j'ai mis 5 ans à écrire qui s'intitule « Gagner sa liberté financière et choisir sa vie ». C'est sorti aux éditions Maxima en mars 2020, le jour de la plus grosse chute boursière de l'histoire. Mais plus sérieusement, c'est un livre qui est très important, enfin en tout cas qui j'espère va t'aider. Pourquoi je te dis que c'est important? C'est parce que ça traite énormément aussi du mindset qu'il faut avoir pour investir, entreprendre. Donc il y a beaucoup d'astuces, de clés. Je te confie ma méthode ou comment moi j'ai pu évoluer en partant de rien, ne venant pas ni d'une famille aisée, ni d'une famille qui m'a inculqué cette éducation financière que j'ai dû moi-même aller chercher et aller approfondir pour pouvoir devenir un investisseur efficace. Et c'est ce que je te souhaite parce que je ne te cache pas que ça a bien changé ma vie. Ok, donc parlons des revenus fonciers. Comme je le disais l'autre fois, on a traité du régime micro. Cette fois, j'en parle pas du tout, même si on va quand même y revenir rapidement pour pouvoir comparer les deux résultats de l'analyse de la situation de monsieur et madame X, puisque je prends le même exemple. Et d'ailleurs, regarde bien cet épisode puisque les prochaines vidéos, j'analyserai encore d'autres régimes fiscaux, notamment le régime de la location meublée, pour que tu puisses à la fin comparer l'ensemble des régimes et voir comment tu peux l'appliquer et quelles sont surtout les situations les plus favorables dans ton cas. Donc le régime micro, on en a parlé. Aujourd'hui, on va parler du régime réel. Donc je rappelle quand même assez rapidement que les revenus fonciers, il s'agit des revenus de location immobilière et surtout de location nue. Donc bien sûr, on va y retrouver la location d'appartements, de maisons, lorsqu'ils ne sont pas meublés. On peut aussi y retrouver les revenus locatifs venant de locaux commerciaux, de bureaux, si tu as de l'immobilier professionnel. Et on peut aussi y retrouver les revenus issus des SCI à l'impôt sur le revenu ou des SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier. Donc tous ces revenus-là tombent dans la catégorie des revenus fonciers. Et la plupart des investisseurs, dès lors qu'ils franchissent certains seuils dont on a parlé précédemment, ils vont devoir déclarer ça dans un formulaire qui s'appelle le formulaire 2044 et on appelle ça le régime réel. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de régime réel? C'est parce que justement on va regarder quelle est la réalité des revenus et des charges et à la fin, on va être imposé sur la réalité de son bénéfice foncier. Donc rentrons tout de suite dans le détail sans plus attendre. L'exemple de madame X et de monsieur X d'ailleurs, c'était qu'il percevait des loyers à hauteur de 9 600 € par an. C'était une maison. Pour mémoire d'ailleurs, cette maison, c'était madame qui en avait hérité. Donc, puisqu'elle en a hérité, elle n'a pas de crédit dessus. Ça, c'est un premier point. Et puis, tu verras après qu'on va regarder ce que ça donne si toi, puisque en général c'est le cas, il faut faire des crédits pour investir. Donc, on regardera ce que ça donne aussi à crédit. Mais pour comprendre, on va utiliser cet exemple qui du coup est très simple. Quand tu es au régime réel, donc contrairement au régime micro où tu appliques un abattement de 30% sur les loyers et puis tu es taxé ensuite après l'abattement, ben là on va regarder quel est le détail des charges réelles. Donc premièrement les frais de gestion. Les frais de gestion c'est si notamment tu confies la location de l'appartement ou de la maison à une agence qui va te gérer ça. Peut-être que d'ailleurs tu vas aussi avoir des assurances locatives, loyer impayé, frais de dégradation, etc. Donc là,
c'est une maison qu'ils n'ont pas très loin de chez eux, qu'ils exploitent directement. Il y a les mêmes locataires depuis assez longtemps. Et donc ça se passe bien. Du coup, ils n'ont pas confié le bien en gestion. Ils sont en direct avec le locataire. Donc frais de gestion, 0. Ensuite, ils ont autres frais de gestion. Alors ça, tu vas me dire c'est quoi? C'est un forfait de 20 € par logement que l'État te permet de déduire. Alors je ne sais pas quelle est l'origine de ce truc-là, mais c'est toujours un forfait fixe, 20 €. Donc montant un peu ridicule, mais il faut l'intégrer. Ensuite, tu vas avoir l'assurance PNO, propriétaire non occupant. Puisqu'effectivement, toi, tu es propriétaire. Le locataire, normalement, a sa propre assurance habitation en cas d'incendie, de problème dans l'appartement. Mais si toutefois le locataire s'en allait et le temps que tu en retrouves un autre, tu avais un problème dans l'appartement, ben, c'est l'assurance PNO qui viendrait te couvrir en fonction des risques que tu aurais subis. Enfin, en tout cas, des problèmes subis. Donc cette assurance propriétaire non occupant, il faut la payer quand même. C'est pas très cher. Donc là, pour ce type de bien, ça va représenter à peu près 180 € par an. Ensuite, le point très important du régime réel, au régime réel des revenus fonciers, c'est que tu peux déduire tout ce qui est travaux d'entretien, réparation, amélioration. Donc je ne te fais pas un cours de fiscalité là-dessus, mais attention quand même, tu ne peux pas déduire des revenus d'agrandissement ou de reconstruction. C'est une erreur fréquente chez les investisseurs qui pensent qu'en faisant des énormes travaux, ils ont le droit de déduire ces travaux-là. Mais attention, ce sont seulement les travaux d'entretien et de réparation qui sont déductibles. Donc là, pareil, la maison elle est saine, elle est en bon état. Classiquement, ils n'ont pas ou très peu de frais à déduire en termes de travaux. Éventuellement, tu auras une chaudière de temps en temps, ou voilà, mais c'est marginal. Et on va considérer dans l'exemple qu'il n'y en avait pas cette année-là. Ensuite, tu peux déduire la taxe foncière. Ça aussi, c'est important. Moi, je rencontre des propriétaires qui n'ont qu'un seul appartement en location et qui, par ailleurs, sont simplement propriétaires de leur résidence principale. Ta résidence principale, la taxe foncière, tu ne peux pas la déduire. Donc, parfois, les propriétaires ne savent même pas qu'ils ont le droit de déduire la taxe foncière lorsqu'il s'agit d'un investissement locatif. Donc, la taxe foncière, tu vas pouvoir la déduire. Là, ici, elle est de 800 € par an. Charge de copropriété. Eh bien là, comme je te l'ai dit, c'est une maison. Donc, il n'y a pas de copropriété, donc pas de charge à déduire côté propriétaire. Et enfin, tu as le droit aussi de déduire les intérêts d'emprunt et les assurances décès invalidité. Ça, c'est un point important. Beaucoup de propriétaires, là aussi, oublient de déduire les assurances. Vous avez parfaitement le droit de le faire, même si sur le formulaire 2044, ça n'est pas précisé. Il y a juste marqué intérêt d'emprunt, mais tu as aussi le droit de déduire l'assurance décès invalidité. Mais comme je te l'ai dit, dans ce cas, eh ben, il n'y a pas de crédit puisque c'était un héritage. Donc le total des charges, c'est 1000 €. Total des revenus, 9600. Facile. Le bénéfice foncier, c'est donc les revenus moins les charges. Et c'est sur ce bénéfice foncier que monsieur et madame X vont être taxés. Donc 9600 moins 1000, ça fait 8600. Et je te rappelle que dans l'exemple de monsieur et madame X, ensuite on va devoir soumettre ces revenus à la tranche marginale d'imposition qui dans leur cas était de 30% et aux prélèvements sociaux, CSG, CRDS et compagnie, qui sont de 17,2%. Du coup, 8600 x 30%, ça nous fait 2580. 8600 x 17,2, ça nous fait 1480. Au total, la fiscalité supportée sur cette maison, c'est 4060 €. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est quasiment la moitié du revenu brut initial encaissé. Voilà pour l'explication de comment se calculent les revenus fonciers et quels sont les postes de charge que tu as le droit de déduire. Alors la conclusion en fait de cet exemple, si on le compare rapidement au régime micro qu'on a vu l'autre fois, c'est que le total des charges de 1000 € représente à peine plus de 10% par rapport aux loyers qui sont encaissés. Et donc, par rapport au régime micro, on avait un abattement de 30%. Monsieur et madame X, qui eux n'avaient pas le choix que d'être au revenu foncier, car quand ils avaient reçu le bien, il y avait déjà un locataire dedans avec un bail de location nue, ils avaient pris la bonne option de prendre le régime micro, puisque le régime micro leur donnait un abattement forfaitaire de 30% qu'ils pouvaient déduire de leurs revenus, alors qu'au régime réel, vu qu'ils ont très peu de charges, on voit que les charges représentent
seulement 10% qu'ils peuvent déduire des revenus. Donc forcément, le bénéfice foncier est supérieur, donc l'impôt est plus important. Je te laisse aller voir la vidéo précédente pour voir quel est l'écart entre les deux exemples. C'est très intéressant. Bon, tu vas peut-être me dire, on va quand même pas pleurer pour monsieur et madame X, ils ont eu un bien cadeau, tombé du ciel, entre guillemets. Et donc même s'ils payent de l'impôt, bon ben, c'est pas très grave, ils ont que du cash flow puisqu'ils n'ont pas d'emprunt en face. Alors du coup, c'est intéressant de regarder ce que ça donnerait pour toi si tu devais acheter ce bien-là. Quelle analyse tu devrais en faire en termes de cash flow? Et là, je vais t'expliquer l'analyse basique du débutant et tu verras que malheureusement, le débutant qui pense avoir du cash flow, souvent il se retrouve dans un étau, pris dans un étau avec un mauvais investissement. C'est ce qu'on appelle le cash squeeze, c'est-à-dire voilà, on se sent étranglé. Mais ça, l'investisseur en général débutant n'en s'en rend pas compte tout de suite et tu vas comprendre pourquoi. Là, je t'ai pris l'exemple, donc toujours pareil, le même exemple que monsieur et madame X, cette maison qui rapporte 9 600 € par an, donc ça fait 800 € par mois. Et imaginons que tu puisses l'acheter à un prix correct pour une petite maison de 120 000 €. Enfin, pour le coup, c'est même un prix qui sur le papier semble attractif. Première chose à connaître, c'est comment est-ce qu'on calcule le rendement brut d'un investissement. Bon, ça, c'est très facile. Tu prends les revenus annuels et tu les divises par le montant de ton investissement, c'est-à-dire le prix d'achat. 9 600 divisé par 120 000. Sur ta calculette, si tu fais ça, ça va faire 0,08. Et 0,08, ça veut dire 8%. Donc le rendement brut de cet investissement, c'est 8%. Alors tu vas peut-être me dire, c'est pas extraordinaire, tu as peut-être entendu sur Internet que parfois il fallait viser 10, 12. Mais sache que la plupart des investisseurs, un peu old school, qui ne se forment pas, eux, ils trouvent que 8%, c'est génial. Enfin, c'est déjà très très propre. Donc comment est-ce qu'on analyse maintenant le cash flow? Là, on ne parle plus de fiscalité, on parle de ce qui rentre dans la poche et de ce qui en sort en termes de charges. Donc ce qui rentre, c'est les loyers, ça c'est facile, toujours les 9 600. Et ce qui sort, c'est les charges d'exploitation, ce qu'on a vu, c'est-à-dire l'assurance P&O, la taxe foncière, etc. On a vu que ça faisait un total de 1 000 €. Et la question qui est intéressante, c'est si toi tu avais dû acheter ce bien, tu aurais certainement dû le faire à crédit. Et là, je prends l'hypothèse que le crédit, tu l'as fait sur la totalité du prix du bien, c'est-à-dire 120 000 € aux conditions suivantes, sur 20 ans, à un taux de 1,20 avec une assurance décès invalidité de 0,30% du montant du financement. Donc là, on est sur des conditions de financement classiques, peut-être que tu peux trouver mieux, sur 25 ans, etc. Un taux encore plus canon, tant mieux pour toi. Mais là, pour faire simple, je t'ai pris un cas lambda, voilà, pour montrer qu'il n'y a pas de triche. Donc si je fais cet emprunt sur 120 000 €, ce que je vais devoir rembourser à la banque, c'est 6 752 € par an, plus 360 € d'assurance décès invalidité. Donc ce que je dois sortir chaque année, c'est 8 112 € au total. Donc première analyse, qu'est-ce qu'on se dit? Son cash flow brut, il est positif. Donc là, l'investisseur débutant, il se dit génial, j'ai du cash flow, ça s'autofinance, voire même je gagne de l'argent chaque mois. Puisque 9 600 moins 8 112, ça fait 1 488 € par an qui restent dans ma poche. Et ça fait donc 124 € par mois. C'est génial, je fonce. Et là, tu vas voir l'erreur. Et voilà la sanction de l'investisseur débutant qui n'a pas tenu compte de la fiscalité, puisque, encore une fois, c'était le cash flow brut. La personne qui n'a pas anticipé la fiscalité, voilà la mouise dans laquelle elle va se retrouver. Elle va passer d'un cash flow positif de 120 € par mois à un cash flow très négatif. Alors encore une fois, là, je suis dans la tranche d'imposition à 30%. Peut-être que le débutant qui a encore des revenus un peu modestes, il va être dans la première tranche à 11%. Mais dans une tranche à 30%, je reprends l'exemple de monsieur et madame X, 2580 plus 1480 qu'il faut ressortir en imposition. Alors je fais une petite parenthèse, mon calcul n'est pas tout à fait juste pour les puristes, je suis obligé de le dire. Bien sûr, j'aurais dû recalculer la fiscalité puisque dans ce cas, j'ai un emprunt, donc j'aurais pu déduire les intérêts d'emprunt et l'assurance, mais sur un montant comme ça, et compte tenu des faibles taux d'intérêt, les intérêts sont très faibles.
les intérêts déductibles sont assez faibles, donc ça aurait eu qu'un faible impact sur l'imposition finale à subir. Donc voilà, du coup, des 1 488 € que j'avais dans ma poche, bah finalement, il faut que je ressorte 2 580 € d'impôt sur le revenu, 1 480 € de contribution sociale. Donc finalement, je me retrouve avec un cash flow négatif de 2 572 € par an. Et finalement, ce que ça veut dire, c'est que je dois sortir de ma poche 215 € par mois pour un investissement qui initialement semblait pas trop mal sur le papier, puisque j'avais 8% de rendement brut. Et oui, mais bon, quand vous devez ressortir quasiment la moitié de vos revenus en impôts, bah forcément, c'est plus du tout le même rendement à la fin. Donc ça, c'est un exemple qui, je trouve, est très parlant. Et bien sûr, c'est pour ça que les investisseurs aguerris, lorsqu'ils ont le choix en tout cas, excluent le régime foncier au réel, sauf dans un cas, et c'est ce que je te propose pour la prochaine vidéo, le cas où on peut utiliser ce régime pour faire ce qu'on appelle du déficit foncier, c'est-à-dire quand on va avoir des travaux. Donc ça, en tout cas, j'espère que c'est parlant, que tu as bien compris la mécanique et que je t'ai détaillé les calculs, donc tu sauras, je l'espère pour toi, l'adapter à ta propre situation. Attention surtout à l'adapter à ta propre fiscalité personnelle. Donc si tu ne la connais pas, je t'invite à revenir encore 2 vidéos en arrière où j'ai expliqué comment se calcule la tranche marginale d'imposition. Et la boucle est bouclée. Voilà l'investisseur malin, je pense que ça te suffit déjà pour aujourd'hui au niveau du revenu foncier. Tu le vois, j'ai toujours le même décor, mais changement de tenue, je suis déjà en train de te tourner la vidéo suivante où je vais encore te prendre le même exemple. On va être toujours sur le revenu foncier, mais on va être en mode expert sur le cas, c'est-à-dire comment est-ce qu'un expert aurait approché cette situation, ce cas-là, et comment il aurait encore ajouté des paramètres qui auraient rendu le calcul plus juste et qui auraient pu permettre encore une meilleure prise de décision. Et ensuite, je te ferai le déficit foncier, qui est d'ailleurs quasiment le seul cas dans lequel le régime du revenu foncier au réel est véritablement intéressant pour l'investisseur. Donc je conclus pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous dans cette tenue pour la prochaine vidéo dans quelques jours. L'objectif de la communauté des investisseurs malins, tu le sais, c'est de te rendre plus intelligent avec ton argent pour que tu deviennes maître de ton argent plutôt que l'esclave. Allez, ciao ciao.